C'est parti. Écoutez, bonjour à toutes, à tous. Moi, je m'appelle Kevin Nicole, je suis directeur d'une organisation qui s'appelle la Maison des professions libérales. Nous accompagnons depuis plusieurs années des hommes et des femmes qui veulent créer leur entreprise dans le secteur libéral. Alors, je vais juste expliquer 2 minutes sur le secteur libéral. Il regroupe plusieurs activités, mais on va y trouver tous les métiers de la santé, profession réglementée, les métiers du droit, avocat, notaire, greffier, huissier, etc. Beaucoup de métiers techniques, les experts comptables, les assureurs, les architectes, les géomètres, etc. Et depuis plusieurs années, au moins 15 ans, il y a un gros secteur qui augmente énormément, c'est tout le secteur de l'accompagnement de la personne et de l'entreprise, et notamment le secteur du mieux-être, avec des métiers comme les sophrologues, les hypnothérapeutes, les coachs, les consultants, les formateurs, les profs de Reiki. Et surtout, après la période de Covid, on a eu énormément une croissance très exponentielle du nombre de créations d'entreprises. En France, c'était estimé à 300 000 créations d'entreprises par an dans ce secteur-là. On a le message que je suis venu faire passer aujourd'hui, il est assis sur 13-14 ans d'accompagnement où on a accompagné plus de 10 000 femmes à créer leur entreprise. Et alors pourquoi est-ce qu'on se zoome sur les femmes? Justement, c'est ce que je suis venu vous expliquer, c'est parce que 90%, je vais le redire, des personnes qu'on accompagne sont des femmes. Alors que en poids de création d'entreprise, on est globalement à 55 ans. Et donc ça interpelle, et à travers ça, moi je me suis intéressé à ce phénomène-là. Je suis en train de terminer un ouvrage sur le sujet, et quelque part je viens aussi tester un petit peu le message aussi aujourd'hui. Et donc en fait, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, déjà la première chose, c'est pas de dresser les hommes contre les femmes, c'est pas revendiquer un territoire qui serait exclusif aux femmes, c'est plutôt oser une autre lecture de la réalité de l'entrepreneuriat. Une lecture qui se veut probablement plus fine, plus humaine, plus écologique aussi quelque part, je dirais même plus féconde. Car si on regarde bien, ce qu'on va appeler féminin ici, c'est pas un attribut biologique, c'est pas une identité figée, c'est plutôt une expérience sociale, un rapport au monde que l'on devine singulier, une manière d'habiter le travail, une manière différente, plus incarnée, souvent bousculée, mais profondément porteuse d'avenir. Alors, comme je vous l'ai dit, depuis plus de 10 ans, on a accompagné entre 15 et 20 000 créatrices d'entreprises dans leur projet de création d'entreprise. Et effectivement, 90% des gens que l'on accompagne sont des femmes. Alors, est-ce un hasard? Je ne le crois pas, parce qu'on observe que dans ces projets, il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité. Les femmes que nous accompagnons, elles arrivent souvent après une rupture, un élément de vie extrêmement puissant, traumatique souvent. On va parler de burn-out, de vrai burn-out, on va parler de séparation, de divorce, on va parler de maladie, de licenciement évidemment, de perte d'un être cher. Alors des fois c'est aussi plus joyeux, hein. Des fois c'est un déménagement, une remise en couple, voilà. Mais la plupart du temps c'est une rupture de vie qui amène vers ce pas de la création de l'entreprise. Elles ont la plupart du temps, en marketing on parle de persona, on a pu théoriser ça, elles ont connu la plupart du temps l'entreprise, la vraie, la grande. C'est des profils plutôt expérimentés, plutôt très qualifiés, mais qui ont vu les failles de l'entreprise dans laquelle elles étaient, les violences parfois, cette absurdité souvent. Et puis un jour il y a quelque chose qui cède, et finalement, cette fissure, c'est un passage qui permet en fait d'entrevoir un nouveau projet. Alors quand elles arrivent, leur projet n'est pas forcément clair, il n'est pas forcément toujours solide, il n'est pas encore tout à fait monté, mais souvent il y a quelque chose de très vrai derrière ça. Parce qu'in fine, c'est pas vraiment un business plan hein, qui les guide, c'est plutôt une forme d'appel intérieur. Et là, on va parler de besoin d'alignement. Certains parlent également de congruence.
un alignement entre les valeurs personnelles et l'engagement professionnel. C'est un besoin de se réconcilier finalement avec elles-mêmes quelque part et adapter ce qu'elles vont faire avec ce qu'elles sont. On observe également, et ça c'est assez... alors nous qui faisons de l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est quelque chose de tout à fait novateur, qu'elles ne cherchent pas forcément la croissance de l'entreprise pour la croissance. Elles cherchent une forme de cohérence et elles ne veulent pas comment dire, réussir contre les autres, mais pour elles-mêmes. Et si certaines d'entre vous connaissent la fameuse pyramide des besoins de Maslow, quand on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises classiques, on part par le bas, comment vous allez en vivre, comment vous allez sécuriser, comment vous allez créer du réseau, etc. Alors que là, nous, on est obligé d'inverser cette pyramide et de commencer par ce besoin d'accomplissement, et ensuite de faire redescendre, parce qu'il faut bien, effectivement, vivre correctement. Alors pourquoi employer ce mot féminin? Parce que faut bien déjà nommer les choses, et c'est une autre manière de faire. Pas forcément pour enfermer, mais plutôt pour reconnaître ce mouvement qui est extrêmement puissant. Parce que finalement aussi, si on ne nomme pas les choses, on ne rend pas réelles les choses. Et c'est une manière effectivement de structurer le réel. Et tant qu'on parlera d'entrepreneuriat sans s'apercevoir que 80% des récits fondateurs sont masculins, on passera à côté d'une richesse immense. Donc ici, le féminin n'est pas une étiquette, c'est plutôt une porte d'entrée. Une porte d'entrée qui permet d'aborder les angles morts de l'entrepreneuriat, du récit dominant. Ce récit du héros solitaire, du conquérant de marché, du PDG inspiré qui lève des milliers d'euros sur des levées de fonds. Ce récit-là, je crois qu'aujourd'hui, il est plutôt fatigué et je pense que nous sommes nombreux et nombreuses finalement à être fatigués de ce type de récit. Ce que finalement les femmes que nous accompagnons nous montrent, c'est qu'il y a un autre modèle qui est possible, un modèle qui est basé sur des nouvelles valeurs, sur des valeurs, sur la relation, le soin, la durée. C'est un modèle où finalement l'ambition, parce qu'il y en a, elle ne s'oppose pas à la bienveillance portée à autrui, où l'impact humain est un vrai critère de réussite. Et ce modèle, il est évidemment pas réservé aux femmes, mais on sent qu'il est vraiment initié par les hommes. Évidemment, il peut inspirer tout être humain, homme-femme, en quête d'une économie qui serait plus alignée, plus vivable, finalement plus soignée. Alors effectivement, parler d'entrepreneuriat, ça n'est pas diviser, c'est plutôt élargir une vision de l'entrepreneuriat, c'est enrichir notre imaginaire économique et peut-être oui, finalement commencer à guérir d'un modèle où le rapport au travail parfois c'est cassé. Alors, si je devais résumer en une phrase ce qui distingue le plus profondément les projets d'entreprise qu'on accompagne, ça serait pas par la question de la taille du projet, ni de la rentabilité, ni par le niveau d'innovation technologique, ça serait plutôt je veux me sentir utile. Pas je veux conquérir un marché, pas je veux dominer un secteur, pas je veux créer un empire, non, un simple désir, mais un besoin immense interne d'avoir un impact sur la société à sa mesure. Et c'est pas par hasard si, presque mot pour mot, chez les femmes que l'on accompagne, qui sont des cadres en reconversion, des professionnels de santé, des juristes, des assistantes sociales, des ingénieurs, elles ont toutes en fait en commun cette soif d'agir pour autrui et pas contre autrui. Ce qui, je crois, le distingue fortement d'un entrepreneuriat plus masculin, plus patriarcal, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et ce que je décris là n'est pas de l'ordre de l'anecdote. Comme je vous le rappelle, c'est 90% des personnes qu'on accompagne, donc évidemment sur le secteur libéral, je regarde un peu les choses, et évidemment, je pense que ça doit mériter une certaine forme d'attention. Ce besoin d'utilité, de contribution a un nom dans le champ des sciences sociales, ça s'appelle le care. Le care, on peut le définir comme l'éthique du soin, et non pas le soin médical,
au sens strict, mais l'attention portée aux autres, la responsabilité partagée, la réciprocité. C'est plutôt un regard, c'est plutôt une posture, c'est un cadre d'action. Et c'est une manière d'entreprendre qui plutôt part de l'autre ou des autres plutôt que le moi je veux. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que finalement, pour beaucoup de femmes qui entreprennent dans le secteur libéral, entreprendre n'est pas d'abord un impératif de rentabilité, ni de profitabilité, mais c'est plutôt une quête de cohérence. Et ça change beaucoup de choses dans l'approche d'accompagner celles et ceux qui rentrent dans ce chemin. Il y a une recherche de cohérence, cohérence perdue souvent dans les emplois précédents, cohérence, je l'ai dit, entre les valeurs et les actes, cohérence entre le passé et le futur, parce que on observe qu'elle ne jette pas le bébé avec l'eau sale, mais qu'elle, forte des compétences acquises, elle utilise ces compétences, souvent les additionne avec d'autres lors de formation, pour construire un projet qui leur est propre. Cohérence également, évidemment, entre le rôle professionnel et la vie personnelle. Ça, c'est un point qui ressort effectivement de manière fondamentale dans les projets qu'on accompagne. On peut résumer ainsi, elles ne veulent pas que gagner leur vie, parce qu'évidemment, on ne crée pas une entreprise pour mal gagner sa vie, mais elles veulent donner un sens à leur vie professionnelle. Et ça change fondamentalement toute la perspective, parce que ça va redéfinir également la notion de réussite. La réussite dans ce type d'entrepreneuriat, je crois, c'est pas forcément une courbe de croissance, c'est pas un nombre de salariés, c'est pas un capital levé, c'est plutôt l'idée de rester fidèle à soi-même, à ses valeurs surtout, tout en vivant de son activité. Alors oui, c'est ambitieux, mais c'est aussi profondément exigeant. Et c'est pour ça que, en fait, tant de femmes qu'on a accompagnées, je le trouve, sont incroyablement courageuses quand on voit leur parcours de vie. Elles portent la plupart du temps des projets puissants, structurants, transformants pour les territoires, mais qui sont mal compris parfois par le monde économique classique. C'est des projets finalement qui ne se contentent pas d'exister, mais qui cherchent aussi à avoir une utilité sociétale, qui cherchent à réparer, à reconstruire, à rétablir du lien. Alors, il y a quelques années, il y a Harvard qui avait sorti une étude et qui montrait que les entreprises dirigées par des femmes étaient beaucoup plus résilientes en cas de crise. Et donc, cette étude montrait que les décisions prises par ces chefs d'entreprise, chefs de CFE, étaient moins impulsives, plus prudentes, mais aussi des décisions qui étaient plus capables de durer dans le temps. Pourquoi? Parce que finalement, on a une sorte de modèle de leadership qui est radicalement différent de celui de certains hommes. C'est pas vraiment un leadership vertical, autoritaire, fondé sur le pouvoir ou l'autorité de pouvoir. C'est plutôt un leadership horizontal qui va prôner plutôt la coopération plutôt que le commandement, qui va plutôt prôner l'écoute que le fait de trancher des décisions, qui va plutôt construire des alliances plutôt que d'imposer vraiment une vision. Et ce type de leadership n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force, mais une force qui est vue comme une certaine force tranquille et à mon sens pas assez reconnue. Certains chercheurs appellent ça le leadership d'impact. C'est un leadership où finalement la compétence ne se mesure pas à l'aura du dirigeant, mais à sa capacité à faire grandir les autres autour d'eux. Imaginons maintenant le type de projet qu'on accompagne, c'est peut-être une psychologue qui va, un cabinet de psychologie qui va devenir également un lieu de formation. C'est une avocate, par exemple, qui va proposer un accompagnement en justice alimentaire. C'est un ostéopathe qui crée des passerelles avec des ergothérapeutes et des coachs. Et on n'est pas dans des modèles où chacun est dans sa case, on est dans une logique de mise en réseau des intelligences. Et finalement, ça transforme cette manière de faire, le rôle du chef ou de la chef. La chef ne décide pas seule, elle orchestre, elle facilite, elle met du lien. Et cette posture-là
pourrait le qualifier de leadership partagé. C'est un marqueur fort de l'entrepreneuriat libéral féminin qu'on observe vraiment nous tous les jours. Il y a une autre chose que je voudrais partager avec vous. C'est là une conviction plus profonde qui est née vraiment de l'écoute. Moi, à titre personnel, je fais plus beaucoup d'accompagnement. Moi, j'en ai fait plusieurs centaines il y a quelques années. C'est que le parcours des femmes qu'on accompagne, il y a un mot qui revient et qui revient tout le temps, c'est l'alignement. L'alignement, c'est quelque part, je crois, ce moment rare où ce qu'on fait correspond à ce que l'on est. Et c'est un moment où finalement on se sent véritablement à sa place. Et malheureusement, je pense que trop souvent, la société a opposé finalement vie professionnelle, vie personnelle, comme si finalement il fallait pas qu'une vie empiète sur l'autre. Bon, je pense que, mis à part le fait que c'est purement ridicule de penser qu'on est une personne avant d'entrer dans un bureau et puis une autre quand on a passé la porte du bureau, je crois que ce clivage aujourd'hui finalement ne tient plus. Et ce que nous montrent ces femmes entrepreneurs, c'est que finalement il est possible de tisser une forme de continuité entre l'espace personnel et l'espace professionnel, entre sa vocation, ses engagements personnels, professionnels, sa vie familiale, ses valeurs, ses combats intimes. C'est, je crois, cette ambition, cet alignement qui rend leur entreprise possiblement durable, pas seulement du coup économiquement, mais plus humainement, psychologiquement, j'ai envie de dire même intimement. Et je crois que c'est aujourd'hui tout ce qui fait la valeur finalement de l'analyse de ce type d'entrepreneuriat. Alors, il y a bien sûr, bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, il n'y en a qu'un, mais on pourrait aussi me dire que finalement, ces valeurs ne sont pas uniquement féminines, évidemment, et vous auriez raison, parce que on constate que ces valeurs sont aussi évidemment portées par des hommes, mais probablement en moins grand nombre, parce qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle ici valeurs, ce que j'appelle ici valeurs féminines, c'est plutôt des valeurs humanistes. On pourrait les requalifier ainsi, c'est l'attention à l'autre, c'est la coopération, c'est la qualité du lien, c'est le sens que l'on met dans son engagement professionnel, c'est l'impact local, c'est le respect de la vie. Et donc ça, évidemment, c'est heureusement pas l'apanage d'un genre, mais force est de constater que c'est très majoritairement des femmes qui incarnent ces valeurs dans le champ entrepreneurial. Alors ça mérite, en tout cas, je milite pour ça et je me bats pour ça dans mes fonctions, pour être vu, pour être reconnu, pour être valorisé, pas pour communautariser une forme d'entrepreneuriat, mais pour élargir notre perception et nos modèles de réussite. Alors si cet entrepreneur-là ne cherche pas à conquérir, il cherche plutôt à réparer, à relier, à construire, à tisser des ponts, enfin à construire des ponts, à tisser des liens. Et c'est peut-être effectivement un choix beaucoup plus radical de partir dans cette direction, parce qu'on n'est pas dans un entrepreneuriat finalement de conquête, mais on est dans un entrepreneuriat basé sur la conscience. À ce stade, quand on parle d'entrepreneuriat, on peut pas passer à côté d'un mot qui est le mot réseau. Quand on évoque ce mot dans une conférence dédiée à l'entrepreneuriat, des fois il y a de suspicion, de méfiance autour de ce mot-là, comme si il y avait derrière ça une forme de stratégie sociale un peu froide, un peu opportuniste. Il faut que je crée mon réseau. Le réseau comme levier d'influence, le réseau comme ascenseur social, le réseau comme les trucs de ceux qui savent se vendre. Ouais. Mais dans ce qu'on constate, nous, dans ce qu'on observe, c'est que dans le monde libéral, le mot réseau résonne différemment. Il prend un autre sens. C'est un sens qui est plus feutré, plus profond. Le réseau est plutôt vu comme un centre de ressources, comme un soutien, parfois comme un cocon, mais également comme une bouteille d'oxygène, comme un souffle. On l'a vu énormément de fois, il y a beaucoup de femmes qui, en créant leur activité, se retrouvent totalement isolées. Elles sont isolées soit géographiquement, dans certains territoires,
soit psychologiquement, elles n'ont plus de collègues, elles n'ont plus d'espace pour débriefer. Et lorsqu'elles justement elles rentrent dans un réseau, on voit bien qu'elles découvrent autre chose, quelque chose qui est selon moi essentiel, c'est qu'elles ne sont pas seules. Et la solitude dans le monde de l'entrepreneuriat est une, comment dire, une chose dont il faut absolument se méfier. Elles sont pas seules et elles découvrent qu'elles sont pas les seules à douter, qu'elles sont pas les seules à jongler entre les rendez-vous clients, la deuxième journée du soir, aller chercher les enfants à l'école, faire sa compta. Et puis qu'elles sont pas aussi les seules à avoir peur de réussir et peur d'échouer. Et ce simple fait de partager finalement cette réalité, je crois, change beaucoup de choses pour elles. Et dans les réseaux qu'on a pu rencontrer, avec lesquels des fois on collabore, alors femmes de territoire, entrepreneurs féminins, force femmes, ou chez nous des fois à la maison des professions libérales, je vois un petit peu comment ça se passe. Finalement, on y parle plutôt vrai, on y rigole, on y sourit, on se soutient, on s'y recommande, mais on sent quelque chose de l'ordre du souffle. On y respire dans ces réseaux-là. Parce qu'entreprendre, finalement, ce n'est pas que suivre un business plan, un prévisionnel financier, c'est aussi un parcours de vie. Et ce parcours, il a besoin d'oxygène. Alors, ces réseaux sont pas seulement des clubs non plus où on s'entraide, finalement. Ils deviennent souvent des formes de laboratoire où on innove, où on tente des nouvelles pratiques. C'est un lieu où on croise certains regards parce qu'il y a une grande diversité de professions qui s'y croisent et on décloisonne justement les métiers. Et ce décloisonnement, j'ai eu la chance de travailler avec le président de la Maison des professions libérales qui s'appelle le Dr Philippe Leroux, qui avait théorisé les choses en appelant ça la fertilisation croisée. Prenez par exemple le sujet du maintien à domicile des personnes âgées. Si vous mettez à la même table un médecin, une psychologue, une esthéticienne, un ergothérapeute, un architecte d'intérieur, un expert comptable, chacun va venir effectivement voir une partie du problème, mais ensemble ils vont bâtir une vision qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus humaine, beaucoup plus adaptée pour les personnes âgées. Ce sont donc ces réseaux des écosystèmes vivants finalement et qui, on le voit, sont en constante évolution. Alors avec tristesse, des fois on voit certains de ces réseaux disparaître. Je pense au réseau Entrepreneurs féminins en Bretagne qui a disparu l'année dernière faute de subventions, mais j'espère que d'autres prendront le relais derrière. Il y a aussi autre chose qu'on voit dans ces réseaux, c'est l'absence de hiérarchie. L'absence de hiérarchie tout court. On n'y vient pas avec son chiffre d'affaires par rapport à d'autres réseaux que je connais, les jeunes cadres dirigeants par exemple, où on vient un peu avec son nombre de salariés en bandoulière, son chiffre d'affaires, son taux de croissance. Il y a une forme de sobriété relationnelle que l'on peut observer dans ces réseaux, où il y a un vrai goût de l'échange. Où finalement on y parle moins d'ambition que d'attention quelque part. C'est un lieu où il me semble qu'on veille les uns sur les autres, les unes sur les autres, et ça je crois que c'est absolument nécessaire quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on travaille tout seul. Mais au-delà finalement du soutien, on va qualifier de technique quelque part, au-delà des contacts que l'on peut obtenir, du partage d'informations sur des fournisseurs, des logiciels, des choses comme ça, je crois que ces réseaux, ils offrent aussi quelque chose de plus profond. C'est qu'ils permettent aussi de se réapproprier une forme de légitimité. Car souvent, les femmes entrepreneurs que l'on voit, elles arrivent avec un passif qui est parfois très très lourd, en tout cas des années à pas se sentir assez compétente, assez crédible, assez charismatique, et on voit bien que beaucoup d'entre elles arrivent avec des doutes qui sont profondément ancrés, et dans le regard des autres femmes de ces réseaux, parce qu'on parle bien de réseaux féminins là, on voit bien que il y a quelque chose de l'ordre de réapprendre à se faire confiance, à oser dire moi aussi je suis une chef d'entreprise. Dans notre monde-là, libéral,
très peu de personnes osent dire je suis chef d'entreprise, on dire je suis un mon compte, je suis, mais en même temps, c'est important de mettre des mots. C'est important parce que ça permet de reprendre de confiance. Et quand vous reprenez confiance en vous, c'est pas seulement vous qui avancez, c'est aussi tout votre entourage qui change. Et il faut le dire clairement, finalement, l'isolement des professionnels indépendants est un des risques majeurs. Il n'est pas un risque que économique, mais c'est un risque qui est psychologique, qui est social, qui est émotionnel. Et c'est là où on voit que les réseaux sont des tiers-lieux symboliques finalement, où on apprend à dépasser ses doutes, on peut prendre du recul, on peut prendre conseil, puis juste des fois recevoir une tape sur l'épaule et entendre « tu tiens le bon cap ». Parce que finalement, entreprendre, c'est pas forcément un sprint, c'est plutôt une traversée. Et je crois que le réseau dans cette traversée, c'est pas un tremplin en fait qui permettrait d'aller plus loin, c'est plutôt une ancre qui permet de se stabiliser quand tout bouge autour de vous. Et puis quand on interviewe ces personnes, ces femmes, on entend souvent un peu les mêmes remarques. C'est si j'avais pas eu ce groupe-là, si j'avais pas eu mon rendez-vous mensuel, si j'avais pas eu ce collectif autour de moi, je pense que j'aurais tout laissé tomber. Alors, ne sous-estimez jamais la puissance d'un réseau. Voyez-le effectivement plutôt quelque chose comme un point de repère. J'aime moi cette image de l'encre, peut-être parce qu'on a des racines bretonnes. Mais on ne peut pas parler non plus d'entrepreneuriat féminin, d'entrepreneuriat tout court d'ailleurs, mais de tous ces parcours inspirants, qui sont riches, qui sont courageux, sans parler de ce qui freine, de ce qui ralentit, de ce qui empêche. Parce qu'il ne suffit pas évidemment d'avoir une bonne idée, un bon concept, d'avoir une force intérieure pour réussir. Il faut aussi composer avec ses propres résistances. Ces résistances qu'on porte en soi, et puis ces résistances aussi qu'on projette sur nous ou sur vous. Et ça, cette espèce de dialogue intérieur, on l'a entendu mais des centaines de fois. Est-ce que je suis légitime? Qui suis-je pour me lancer? Est-ce que je ne me surestime pas? Et ce doute, en fait, finalement, il a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'il frappe pas les femmes les moins compétentes. Hein. Bien au contraire, la plupart du temps, il touche les plus qualifiées, celles qui ont étudié, celles qui se sont formées, celles qui ont de l'expérience, qui ont réfléchi des mois avant de se lancer. Alors en soi, le doute n'est peut-être pas un problème en soi, il peut même être parfois sain et salutaire, mais par contre il devient un vrai poison quand il vous empêche d'agir, quand il empêche de se rendre visible, quand il pousse à se brader, quand il pousse à sous-facturer vos prestations, quand il vous amène à presque vous excuser d'exister. Et ce doute-là, finalement, il n'est pas forcément que personnel, il est plutôt structurel. Il vient de décennies de sociabilisation où finalement on a appris aux femmes à pas faire trop de bruit, à pas prendre trop de place, à ne pas faire d'ombre. Et puis il y a effectivement ce sujet de l'autocensure. Non, ce contrat est trop haut pour moi. Non, je vais attendre encore un peu avant d'aller sur ce marché-là. Non, c'est pas le bon moment. Et souvent, le bon moment, c'est plutôt maintenant. Moi, j'aime bien cette phrase de Richard Branson, qui était l'ancien patron de Virgin, qui disait « Quand vous avez une opportunité, saisissez-la, vous apprendrez après ». Alors, on me dit que je dois terminer, mais je voudrais juste avancer un tout petit peu sur un brin de conclusion. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce qu'on vient de voir, finalement de ce voyage dans l'entrepreneuriat féminin? On ne parle pas ici d'un entrepreneuriat de repli, ni d'un entrepreneuriat spécifique à part, mais plutôt d'un mouvement qui est plutôt transformateur, qui est mature aujourd'hui, qui est probablement bien plus adapté à la société d'aujourd'hui que d'autres modèles. Cet entrepreneuriat, il porte en lui plusieurs valeurs, une vision du travail alignée sur les valeurs, justement, une manière de décider beaucoup plus coopérative, une revalorisation des liens humains, une conception du réseau comme un espace de réciprocité,
une capacité à tenir malgré les freins, malgré les doutes, malgré les regards aussi qui pèsent sur vous. C'est un entrepreneuriat qu'on qualifie de lucide, ancré, authentique. Mais disons-le clairement, cet entrepreneuriat n'a pas vocation à rester féminin. Il a été évidemment initié par des femmes parce qu'elles ont dû, je crois, inventer un autre modèle, un modèle qui leur correspond mieux, parce que le modèle dominant ne leur convenait plus. Mais aujourd'hui, ce modèle, on le voit, il parle à tout le monde. Il parle à celles et ceux qui veulent ralentir, qui veulent retrouver du sens, qui veulent construire sans écraser, gagner leur vie sans la perdre. Et pour intervenir beaucoup dans les écoles, il parle beaucoup aux jeunes générations. Je suis vraiment désolé. Ouais, là justement, je termine. Simplement avec une phrase du prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, qui disait « Il est temps de changer la façon dont nous définissons la réussite ». Parce que c'est peut-être ça finalement le vrai chantier, c'est changer notre boussole, changer nos repères et trouver des nouveaux moyens de valoriser ce mode d'entrepreneuriat qui aujourd'hui ne trouve pas forcément écho dans les modèles traditionnels. Désolé. Merci beaucoup. Et retrouver la façon de forme aussi que vous trouvez.